Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com ou encore sur notre application Radio Grand Lac sur Play Store, Android Store et c'est tout. Voilà. Et c'est tout, voilà. Je suis toujours avec Guillaume et Vincent. Bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir, moi ça va très bien, impeccable même, je veux dire, on va encore parler de bons films cette semaine et puis on a quelques sorties à vous présenter. Oui, bonsoir à toutes et à tous, et effectivement on va peut-être parler des grosses bébêtes là ce soir il me semble. Oui. Les grosses bébêtes qui montent à l'affiche. Ou à écailles, oui, c'est ça. Alors là pour le coup elles descendent. Ah, mais j'ai pas eu l'info similaire alors. Je pensais que au contraire ça avait pris du succès. Elles montent au box-office mais dans le film elles descendent sous terre. C'est parce que ça prend la théorie de la terre creuse. Moi c'était l'allégorie alors dont je parlais. Une grosse bébête à écailles que j'aime pas. Mais on va parler de kaiju, on va parler de gros singes poilus, mais avant ça, je préfère les gros singes poilus, ouais. Chacun ses goûts. Avant ça, nous allons bien sûr dire le sommaire. Ce soir, nous allons parler des sorties de la semaine, assez variées pour le coup. Il y a du cinéma français, du cinéma américain, du cinéma japonais. Puis ensuite, nous allons parler des sorties de la semaine dernière, beaucoup pour le coup. Godzilla X Kong, le Nouvel Empire. Nous allons parler de Drive Dolls, et plus si affinité, de Black Flies, et je pense que j'ai fait le tour. Oui, c'est ça. Tout. Et enfin, nous ferons un focus sur nos versions préférées de Godzilla et nos versions préférées de King Kong. Et je pense qu'on a matière sur ce sujet, n'est-ce pas ? Pas tant que ça. Mais sur King Kong, oui, mais je pense qu'on va tous être d'accord, en fait. C'est ça qui va être très bien. Certainement, mais Godzilla, pas forcément. Oui. Intéressant. Bien, nous allons passer directement aux sorties de la semaine, mon cher Guillaume. Oui, puisque premier film de la semaine, nous avons une suite. Mais une suite aussi d'un reboot, enfin c'est assez compliqué. Bon, on va dire que c'est SOS Fantôme 4, si je ne dis pas de bêtises. Pour faire plus simple. Voilà, qui s'appelle La Menace de Glace, donc de Jill Kennan avec Paul Rudd, Finn Wolfhard, Carrie Coon et Bill Murray, son équipe, voilà. Traditionnel. Pour pas dire les autres, sauf évidemment Harold Ramis qui nous avait quittés en 2016, si je ne dis pas de bêtises. Donc, la famille Spangler revient là où tout a commencé, l'emblématique caserne des pompiers de New York. Ils vont alors devoir faire équipe avec les membres originels de SOS Fantôme, qui ont mis en place un laboratoire de recherche top secret pour faire passer la chasse aux fantômes à vitesse supérieure. Lorsque la découverte d'un ancien artefact libère une armée de fantômes qui répand une menace de glace sur la ville, les équipes SOS Fantômes doivent unir leurs forces pour protéger leur maison et sauver le monde d'une seconde ère glaciaire. On écoute tout de suite un petit extrait. Première fois de l'histoire de New York, tout un groupe de personnes est mort frigorifié en juillet. Un mal inimaginable, doté du pouvoir de faire mourir de peur. Quoi ? On peut mourir de peur ? Ce sera bien évidemment disponible dans tous vos plus grands cinémas, l'Étoile du Lac et Aix-les-Bains ou au Pâté Chambéry. Et j'attends ça avec impatience. Je suis en train de revoir justement le précédent opus que j'avais pour ma part plutôt bien apprécié. Ah, le troisième ? Oui, j'avais bien aimé. Moi aussi, j'avais bien aimé. Non, j'avais pas vu, et j'avais vu le premier, alors je vais peut-être être un peu, un peu... Critique peut-être. Critique, oui, mais le premier m'avait pas laissé un souvenir impérissable. D'accord. Et je l'avais vu tardivement en plus de ça, je m'étais dit, il faut que je le voie, parce que on avait évidemment parlé, et puis à l'époque ça avait fait grand bruit, effectivement. Oui, ça avait bien marché. Mais moi j'ai trouvé ça très léger. C'est amusant, c'est rigolo. Il y a des gens qui accrochent pas, je reconnais ça. Franchement, j'ai pas trop accroché, moi. Okay. Voilà. Ça avait quand même battu à l'époque Indiana Jones et le Temple Maudit. Non. Si, au box-office. Ah bah alors. Temple Maudit, rappelons quand même qu'il est l'épisode le moins vu. Oui, et en même temps, on peut comprendre pourquoi il avait moins marché, étant donné qu'il était assez atypique. Tout à fait.
Autre sortie, eh bien, Nous les Leroy, réalisé par Florent Bernard, qu'on connaît sous le nom de Flaubert sur Internet, avec José Garcia, Charlotte Gainsbourg et Lily Aubry, l'histoire de Sandrine Leroy qui annonce à son mari Christophe qu'elle veut divorcer. Leurs enfants ont bientôt l'âge de quitter la maison. Dans une opération de la dernière chance aussi audacieuse qu'invraisemblable, Christophe organise un week-end pour sauver son mariage, un voyage passant par les endroits clés de l'histoire de leur famille, un voyage qui ne va pas être de tout repos. On écoute un extrait. De plutôt partir sur Bali. Ça peut être un autre pays, on n'est pas du tout fermé. Ouais, ou si vous avez fait avec votre mari un truc un peu exotique. Le plus exotique qu'on a fait, c'est le Futuroscope. C'est à 19 minutes de Poitiers et il y a une attraction où on traverse la Vienne avec des sièges qui bougent dans un cinéma. C'est très bien fait. Et ce sera disponible. Ça me fait rire. Guillaume n'est Ça pas. me fait rire. Le jeu de, je suis désolé, mais le jeu de Charlotte Gainsbourg, je n'y arrive pas. Moi, j'aimerais bien. Je pense que ça me plairait de le voir. Et ce sera disponible aux Toiles du Lac et au Pâté. Et c'est auréolé de plutôt bonnes critiques. Oui, en plus, drôle et très émouvant. Mais comme on disait hors antenne, Charlotte Gainsbourg est plutôt bonne dans ce registre-là, de comédie un peu sympathique et rigolote. Non? Oui, seconderie. Non, Guillaume n'est toujours pas convaincu. C'est pas grave. Non. Il la préfère dans Independence Day. Oui, voilà, presque, ça lui allait presque mieux là-dedans. Oui, je suis entièrement la d'accord. divine de dialogue. Donc. Mais ça avait été auréolé, je crois, au festival de l'Alpe d'Huez, si je ne dis pas de bêtises. Oui, et nous avons une connaissance qui l'a découvert ce week-end et qui le valide à un très très haut niveau. Ok. Dernier film de Charlotte Gainsbourg, je précise à l'antenne, désolé, je prends un peu de temps, mais c'est notre ami Kevin qui m'a forcé à aller voir. C'était le film avec Danny Boone, là, justement. Qui était pas si mal au final. Qui était pas si mal, mais bon, elle ne brillait pas par son jeu, encore une fois. C'était pas si mal. Vincent. Alors là, on arrive dans le registre film d'horreur. La Malédiction de Arkasha Stevenson avec Nell Tiger Free, Bill Nighy et Taufik Barom, excusez-moi. Je suis désolé, au final, il est bien loti celui-là. La Malédiction, l'origine, je précise. L'origine, oui, pardon, La Malédiction, l'origine. Après avoir été envoyée à Rome pour entrer au service de l'Église, une jeune Américaine se retrouve bientôt confrontée à des forces obscures qui l'amènent à remettre en question sa propre foi et à lever le voile sur une terrifiante conspiration qui entend donner naissance à l'incarnation du mal. On écoute un extrait. Il y a une fille. À l'orphelinat. Je crois qu'elle a besoin que quelqu'un s'occupe d'elle. Carlita. Elle souffre d'épisodes de folie. Il faut faire très attention, Margaret. Bon, écoutez, c'est un peu comme beaucoup de films d'horreur, avec toujours une trame un peu similaire, quand même. Encore des nonnes. Puis on reprend un vieux toujours film. Dans un milieu. Bah oui, parce que le bien et le mal s'y mêlent allègrement bien, on va dire, et c'est peut-être pour ça. Ah oui, c'est de 76, il datait le premier, que je cherchais la date de. Donc c'est un peu le préquel, alors de... C'est le préquel. Voilà, c'est ça. Oui, faut expliquer d'où vient le mal. Ouais. Voilà. Voilà. Au cas où on le saurait pas. Mais voilà. Parce que en fait, on le voit quand même apparaître dans tous les films d'horreur. T'as déjà vu l'original de La Malédiction? Non, non, absolument pas. C'est pas un genre qui m'attire exceptionnellement les films d'horreur. Les classiques, moi je t'avoue. J'avais bien aimé le The Ring. Ah, excellent. J'ai pas vu. Le Ring japonais. J'ai vu que. Alors moi j'avais vu les deux. Et j'avais bien apprécié en fait les deux. Ça fait flipper quand même. Et ça fait un peu flipper, oui, quand même. T'as peur que le téléphone sonne après. Heureusement, maintenant nous n'avons plus de téléphone fixe. Je sais pas s'ils vont réadapter avec les portables, mais. Bon. Mais on a toujours des télés. Oui, c'est vrai. Ça marche peut-être pas avec les tubes cathodiques. Avec maintenant qu'il y en a plus. Avec maintenant, oui. Bah oui, c'est trop fin. Il n'y a plus la place pour la mettre dedans. Tu sais, avant, t'avais le truc bombé. Ce que je pense, c'est que pour voir ce genre de film, il faut se mettre dans l'ambiance. C'est-à-dire, un soir, il faut vraiment éteindre toutes les lumières, et puis essayer vraiment de se mettre dans la configuration du film déjà pour Tout à fait. Autre sortie, mon cher Guillaume. Donc un film d'animation, Les Aventuriers de l'Arche de Noé de Sergio Macado et
Aloïs Di Leo. Donc, ça raconte l'histoire de Vinny et Tito, deux souris artistes de music hall qui voient leur rêve de succès tomber à l'eau lorsque la terre est noyée par le déluge. Aidés par un coup de pouce du destin, ils réussissent à monter à bord de l'arche de Noé, propulsés au beau milieu d'un différend opposant les animaux herbivores et carnivores. Vino et Tito ont la solution parfaite pour apaiser les tensions. Un concours de chansons. Pas d'extrait de bande-annonce. Non, je te préserve tes oreilles. D'accord, oui. mais c'est pour à mon avis, c'est pour les petits. C'est pour les tout petits, oui. Pour les bouts de chou. C'est bien, il en faut. Il y en a des petits bouts de chou. Tout à fait. Et puis c'est les vacances. En vrai, plus, l'histoire a l'air sympa, pour le coup. Oui, c'est... Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que... Ça change. Oui. Autre sortie, alors là, grand film, je suppose. Oh là là. Le mal n'existe pas, réalisé par Ryosuke Hamaguchi avec Hitoshi Omika, Ryo Nishikawa et Ryuji Kosaka. L'histoire de Takumi et sa fille Anna qui vivent dans le village de Mizubiki près de Tokyo. Comme leur aîné avant eux, ils mènent une vie modeste en harmonie avec leur environnement. Le projet de construction d'un camping glamour dans le parc naturel voisin, offrant aux citadins une échappatoire à tout confort vers la nature, va mettre en danger l'équilibre écologique du site et affecter profondément la vie de Takumi et des villageois. Pas d'extrait de bande-annonce, mais je tiens à rappeler que c'est du même réalisateur que l'excellent Drive My Car, qui avait marqué les Oscars il y a 2 ans. 2 ans déjà, voilà. Et en tout cas, t'as dû faire japonais en seconde langue, hein. C'est pas du tout. J'ai fait chinois en 3e langue. Dès que ça vient d'Asie, monsieur, c'est tout de suite. Ah non, mais moi j'apprécie aussi. Je vous avoue, allez voir l'affiche de ce film, elle est sublime. D'accord. C'est l'une des plus belles affiches que j'ai vues cette année pour l'instant. Et ça sera disponible donc évidemment dans les cinémas d'auteur, Victoria, Astrée. Et je précise juste, j'ai oublié de dire, les Aventuriers de l'Arche de Noé seront disponibles aux Toiles du Lac et au Pâté Chambéry. Et au Pâté à Chambéry. Je sais pas si on avait dit la malédiction, c'était aux Toiles du Lac et Pâté. Ouais, d'accord. Et il y avait une très belle affiche aussi, entre parenthèses, de Okusai. Okusai, oui, tout à fait. Je sais pas comment on prononce. Le film était un petit peu moins bien. D'accord. Mais l'affiche était pas mal. Mais ça me tentait bien de le voir parce que j'étais un adepte de La Vague, de sa fameuse. Magnifique. Oui. Enfin, qui s'appelle pas d'ailleurs La Vague, entre parenthèses. Je sais plus, mais on va rien dire. Voilà. C'était très beau, La Vague. Alors là, on parlait de Rosalie, de Stéphanie Di Giusto avec Nadia Tereskevitz, Benoît Magimel et Benjamin Biolay. Rosalie est une jeune femme dans la France de 1870, mais ce n'est pas une jeune femme comme les autres. Elle cache un secret. Depuis sa naissance, son visage et son corps sont recouverts de poils. De peur d'être rejetée, elle a toujours été obligée de se raser, jusqu'au jour où Abel, un tenancier de café acculé par les dettes, l'épouse pour sa dot sans savoir son secret. Mais Rosalie veut être regardée comme une femme, malgré sa différence qu'elle ne veut plus cacher. En laissant pousser sa barbe, elle va enfin se libérer. Elle veut qu'Abel l'aime comme elle est, alors que les autres vont vouloir la réduire à un monstre. Abel sera-t-il capable de l'aimer ? Survivra-t-elle à la cruauté des autres ? On écoute un extrait. Elle sait faire beaucoup de choses, elle sait lire, elle sait même écrire. Vous avez l'argent ? Tu crois vraiment qu'il comprendra ? Je le connais très peu, moi. Je dois vous dire quelque chose. Je ne veux pas d'une vie sans enfant. Ça me fait tout. Ça doit être quelque chose. Quelqu'un qui vous aime comme ça, sans condition. Ah ! Laisse-moi encore, s'il te plaît. Tu dois vivre ta vie de femme. Ça sera disponible au cinéma Victoria et Astrée. Qu'est-ce qui se passe Guillaume a très envie de voir Rosalie. J'avoue que je suis désolé, le synopsis m'a fait rigoler. Non, mais c'est clair que c'est un sujet particulier, mais je pense que ça doit être très intéressant et poignant, à mon avis. Voilà, c'est ça. Dont il semble peu en avoir. J'imagine. D'ailleurs, t'as failli le voir à Cannes, celui-là, parce qu'il était présenté au Festival de Cannes l'année dernière. Ah, je ne savais pas. Mais j'ai pas pu tout voir non plus. Heureusement que je l'ai pas vu. Oh. La bande-annonce fait état d'un film plutôt poignant et intimiste avec cette problématique. Mais on va pas se mentir. Ultra classique dans la réalisation. J'ai envie de te dire, j'ai déjà vu un autre film à Cannes avec Benoît Magimel, c'était pas... ça peut arriver qu'il se plante. La passion d'Odin Bouffant, là, c'était long, mais long. Non, préféré De son vivant ou Revoir Paris récemment. Je trouve que ce sont ses 2 meilleurs films. Ok. Autre sortie, Chagui. Donc,
Quitter la nuit de Delphine Girard avec Selma Alaoui, Verly Bettens et Guillaume Duesme. Donc une nuit, une femme en danger appelle la police. Anna prend l'appel, un homme est arrêté. Les semaines passent, la justice cherche des preuves. Ali, Anna et Dari font face aux échos de cette nuit qu'ils ne parviennent pas à quitter. On écoute un extrait. On est sur la grande route qui quitte Malloy, tu vois. Quelle est l'urgence, madame? Je sais pas. Je vais devoir raccrocher, désolée. Non, s'il te plaît. Est-ce que vous êtes libre de parler? Non. Est-ce que vous avez été enlevé? Je sais pas. Vous êtes en danger? Oui. Vous n'avez aucune idée de l'endroit où vous allez, hein? Je sais pas. Ça sera disponible uniquement à l'Astrée à Chambéry. Et ça me fait penser au film, c'est Guilty? The Guilty, ouais, tout à fait. Ouais. Moi, j'ai vu que le remake, hein, mais... C'est basé plus sur l'ambiance, non? Parce qu'il n'y a pas l'air d'y avoir une intrigue phénoménale non plus. Non, mais alors, à la différence de The Guilty, c'est pas un huis clos, parce que The Guilty, c'était un film où on restait dans le centre d'appel. Et du coup, on n'avait que l'imagination de ce qu'on entendait, c'était déjà assez énorme. Oui, là, apparemment, on a l'air quand même d'avoir les deux points de vue, mais avec un événement quand même assez curieux. Je pense que ça doit être un bon petit thriller avec quelques twists intéressants, quoi. À voir. À voir. Et dernière sortie de la semaine, c'est un documentaire, Madame Hoffman de Sébastien Lifshitz. Bienvenue dans ma vie. Cette phrase, Sylvie Hoffman la répète à longueur de journée ou presque. Sylvie est cadre infirmière depuis 40 ans à l'hôpital Nord de Marseille. Sa vie, c'est courir entre les patients, sa mère, son mari et sa fille. Elle consacre ses journées aux autres depuis toujours. Un documentaire donc sur une infirmière. Guillaume, envie d'aller le voir? Oh non, quand je vais au cinéma, quand je vais au cinéma, c'est pour me divertir, c'est pas pour me rappeler le boulot. Merci. Eh bien, ce sera à voir au Victoria et à l'Astrée. Et donc, c'est tout pour les sorties de la semaine. Et donc, on va se quitter d'abord sur une première pause musicale. Oui, tout à fait. Et vu qu'il y a SOS Fantôme qui sort demain, inévitablement, on va s'écouter Ghostbusters de Ray Parker Jr. Et on revient tout de suite après pour parler des sorties de la semaine dernière. À tout de suite. À tout de suite. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et rebonsoir à toutes et à tous. Rebonsoir. Vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac, 92.fm ou radiograndlac.com. Nous avons parlé des sorties de la semaine et désormais il est temps de parler des sorties de la semaine dernière. 4 films. On va commencer peut-être sur le registre comique avec un Et plus si affinité. Vincent, tu es le seul à avoir vu ce film du coup. Mais j'avais bien apprécié. C'est un film un peu intimiste parce que c'est entre Bernard Campan qu'on connaît bien et qui a d'autres registres de jeu également, mais il excelle aussi dans ce registre de comédie. Oui, surtout émotionnel parce que il y a un côté très on va dire très un peu dramatique, un peu dramatique, un peu émouvant dans le jeu. C'est la relation de ce couple qu'il fait avec Isabelle Carré, et avec laquelle d'ailleurs, je l'avais dit la fois précédente, mais il a déjà composé à 2 reprises aussi. Sur le même registre, t'avais dit en plus. C'était sur le même registre parce que se souvenir des belles choses, c'était une histoire d'amour entre lui et elle qui était dans un établissement où ils avaient perdu un peu la mémoire. D'accord. Il y avait une belle histoire d'amour qui se jouait entre eux. C'était un film de Zabou Bretman. Et puis il y avait aussi La Dégustation, qui avait été présenté d'ailleurs à Aix-les-Bains, entre parenthèses, et Bernard Campan était là. Et moi, j'ai même d'ailleurs une photo avec Bernard Campan. Attention. Et c'était sur le vin, et c'était une belle histoire d'amour également entre deux. Là, c'est pas le cas, puisque Et plus si affinité, c'est un couple qui a 25 ans de vie commune, et puis qui est un peu, il y a une forme de lassitude et puis de perte de désir entre eux. Et en fait, l'installation d'un couple qui semble être un peu plus libéré au niveau des mœurs au-dessus de leur appartement, donc va leur permettre peut-être de faire un point sur leur propre désir dans l'état actuel des choses de leur couple.
Et c'est pas mal du tout. Il y a des dialogues percutants. Il y a un très très bel échange des répliques assez drôles. Moi, je suis allé le voir. Il n'y avait pas une salle remplie, mais quand même. Et j'avoue qu'il y avait, ça sollicitait beaucoup de rire dans la salle. Et puis ça se termine sur une note plutôt positive, mais qui est un peu émouvante encore une fois, et arrive bien à retranscrire autant Isabelle Carré que Bernard Campan, ainsi que les deux autres. Alors je n'ai pas retenu le nom de ces deux autres. Faure et Pablo Maurice. Voilà, ils sont très bons, ils sont excellents également dans leur registre, et c'est un peu les Pygmalions de ce couple vieillissant finalement. Et c'est très intéressant, ça pose plein de questions sur un registre encore une fois léger, avec beaucoup d'humour. Bien, parfait. Donc un premier film qu'on vous conseille, et plus si affinité. Nous allons peut-être parler ensuite de Black Flies. Tu veux tout de suite parler de Black Flies, pas de Drive Away Dolls, vu que tu es le seul à l'avoir vu? Ah bah alors, je vais parler de Drive Away Dolls. Ça va être très rapide. C'est une sorte de road trip avec Margaret Qualley, la fille d'Andy McDowell, et c'est réalisé par Ethan Cohen, l'un des deux frères. Cohen. Mais oui, c'est la fille d'Andy McDowell. C'est la fille d'Andy McDowell. Mais bien tout sûr, à fait. Mais oui. Et en fait, c'est un road trip où deux femmes sont en fait poursuivies par des truands, mais dans un premier temps sans le savoir, puisqu'en fait elles ont pris une voiture qu'elles doivent livrer, sauf que dans le coffre il y a quelque chose que les truands veulent. Donc un postulat de base qu'on a déjà vu un sacré bon paquet de fois. Et la seule particularité un peu de ce road trip, c'est que les deux personnages principaux sont féminins, et qu'il va y avoir une intrigue romantique. Ça change d'habitude. On va dire que c'est un Thelma et Louise qui s'assume plus, dans le sens qu'on sait de base, dès le début, que... J'allais dire une connerie, mais ça va spoiler Thelma et Louise. Oui, donc... Alors, c'est différent. Ouais, ça se termine pas pareil, c'est ça? Ça se termine pas pareil. D'accord, j'ai compris. En fait, c'est un peu... Voilà, c'est gentillet, c'est amusant, mais franchement, c'est tout à fait oubliable. On voit que Ethan Cohen n'est pas le frère Cohen le plus talentueux. Le plus talentueux en termes de réalisation. On sent que lui, il est plus là pour apporter la touche d'humour noir, parce que du coup, le film a beaucoup d'humour noir. Il est souvent amusant, en particulier au début. Ça se perd un peu, hélas, parce qu'après, on a quand même des caméos de luxe. On a Pedro Pascal, on a Matt Damon, donc on a quand même du beau monde. Mais voilà, je trouve que c'est un film tout à fait oubliable, tout à fait anecdotique, et encore je reste positif puisque les 3/4 du public a vraiment pas du tout apprécié ce film. Visiblement. Black Flies, alors de Jean-Stéphane Sauvert. Attention, je vous avais dit pour vous inciter à aller le voir la semaine dernière, j'avais dit chef-d'œuvre en préparation. Il assume. Mais j'assume. C'est bien, j'ai dit chef-d'œuvre en préparation. On a les bandes son, de toute façon. Mais tout à fait, mais grand film en tout cas. Donc je vous avais dit avec Sean Tash Sheridan, Catherine Watterson, qui reçut le parcours en fait de deux ambulanciers, un jeune qui est en qui est en formation pour devenir médecin, et un vieux briscard, avec Sean Penn. Et ben moi, comme je l'avais dit la semaine dernière, c'est un film que j'avais pu voir au Festival de Cannes 2023, et comme je l'ai dit la semaine dernière, ça a été un véritable choc, puisque j'ai l'impression que le film me parlait, qu'il a été écrit pour moi, que tout ce qui se passait était très bien documenté, référencé. Le film est une adaptation en fait d'un bouquin d'une ambulancière ou ambulancier, je sais plus. Quelqu'un de la partie, en tout cas. Oui, quelqu'un de la partie en fait qui a écrit une histoire comme ça, et donc qui a été réadaptée par Jean-Stéphane Sauvert. Et toutes les situations en fait me paraissent réalistes, des gestes précis, des questionnements, une violence réaliste, mais pour moi nécessaire. Enfin, pour se rendre compte un peu de ce qui se passe, tu es quand même obligé de mettre du sang, ce genre de choses, des moments. Puis la partie du job. Oui, puis on a Tash Sheridan qui est le reflet du spectateur, qui voit ça qui voit ça au début, qui est choqué, qui fait plus office de boulet au début du film. À un moment, ils le mettent dans un coin et ils lui disent oui, fais ça, fais ci. Ouais, il frise, on va dire. Parce qu'évidemment, il est un peu impressionné par ce qu'il voit. Tout à fait, oui. Parce que le film commence de manière assez immédiatresse. Brutale, oui. Sur un blessé par balle, multiples coups. Et franchement, c'est assez impressionnant, et on comprend ce jeune personnage qui
le dit d'ailleurs très rapidement, je suis là, mais j'ai pas prévu de rester. Moi, ce que je veux faire, c'est vraiment la médecine. Et du coup, on sent que voilà, il y a vraiment un côté ultra impressionnant d'être dans le feu de l'action et que chaque décision compte, chaque seconde compte, et c'est très très bien retranscrit. Oui, il y a des questionnements éthiques, comme j'avais parlé, où toute personne, je pense, pour avoir travaillé dans le médical, ont pu se poser, notamment une scène avec un bébé que je trouve qui est trop montré dans la bande-annonce. J'avais jamais vu la bande-annonce, je l'ai vu là spécialement pour l'émission. Je trouve qu'ils en montrent peut-être presque un peu trop. Ah, ce qui est bien, c'est que moi j'oublie assez rapidement, donc du coup, quand j'ai vu le film, j'ai été surpris quand même. Mais alors que ça arrive tard dans le film, d'ailleurs. Ça arrive assez tard, mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent être choqués par la décision qu'un des personnages prend, mais quand on essaie de se mettre un peu à sa place, les années, le contexte familial dans lequel il évolue, on peut peut-être comprendre certains choix. Il y a un dilemme qui se justifie et qui en tout cas se pose. Et on peut être d'accord ou pas d'accord, mais au moins, je trouve c'est que la réalité de ces missions de travail d'infirmier et puis d'ambulancier, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a le questionnement entre faire ce qu'il faut et faire le bon choix, tu vois. Voilà. Et puis pas toujours dans l'immédiateté, c'est pas toujours évident de prendre la bonne décision. Voilà, on sait pas quelle est la bonne décision. Mais ça, en tout cas. Et puis il y a cette réplique qui est, il me semble, desservie par Michael Pitt dans le film, qui dit dans l'ambulance, on n'est pas des présidents, on n'est pas des rois, on est des dieux. C'est nous qui décidons. Tout à fait, en fait, il y a ce côté de ces ambulanciers un peu désabusés qui se disent... t'as un peu le droit de vie ou de mort sur la personne qui te soigne. Et certains se disent du coup, pourquoi je sauverais la vie de ce gangster qui multirécidiviste, qui va peut-être encore se reprendre 5 balles la semaine prochaine, alors qu'il y a peut-être quelqu'un qui mérite plus. C'est humain. Voilà, il y a un dilemme qui est très intéressant. J'avais pris une anecdote, j'en avais parlé un peu à l'extérieur d'une dame qui a été à sa 3e tentative de suicide. Et où il a fallu, je crois, la 3e fois, une opération de 9 heures. Et je me rappelle qu'en équipe, la question s'était posée. Voilà. Oui, mais c'est normal. Hein. Oui, effectivement. Mais c'est ça. Mais ça peut peut-être en choquer certains, mais ça montre la réalité du terrain. Tu parlais du réalisme, et je pense qu'on peut pas éviter ce genre de questionnement un peu ambigu et un peu avec des contradictions. C'est un métier humain, et comme l'humain est pas du tout, c'est subjectif. Hein. Tout à fait. Oui. Non, puis la charge est lourde, hein, et c'est ça que j'ai trouvé très réussi dans le film, c'est le réalisme, donc c'est ultra cru. Hein, ah oui, ça y va. Et puis c'est bien cracra. Sean Penn à la tête de l'emploi. Tu sais qui m'a fait penser dans tout le film? Vas-y. Je dis, il commence à prendre la tête de Stallone, un côté bien bourru, abîmé par la vie, tu vois. Je trouve plus le mot quand on dit, tu sais, t'as les traits marqués un peu. Plus en tout cas, le peu que moi j'ai vu en bande-annonce, j'ai l'impression qu'ils sont très charismatiques. Alors, ils sont très bien, et puis surtout qu'ils jouent avec des acteurs non professionnels. Le réalisateur, j'ai vu toute l'interview, et il prenait alors, je sais pas si c'est une clocharde ou enfin un peu dans ce sens-là, une dame qui voyait traverser dans la rue tous les jours. Celle qui dort dans la laverie, tu penses? Oui. Non, celle qui est toute maigre à un moment, qui les insulte et tout ça. Ah oui, elle est convaincante. Hein. Eh ben, il dit que cette dame, il la voyait dans son quartier de Brooklyn tous les jours, et que ils lui ont dit, mais faites comme d'habitude, et machin. Elle s'est mise à hurler, à faire comme d'habitude, et eux, donc ils devaient être tellement dans le rôle, interagir en tant qu'ambulancier, et en même temps balancer à un moment leur réplique pour faire avancer le scénario. Et donc c'est pour ça qu'en fait c'est un film qui a été tourné presque sur le vif, avec très peu de monde, un cadreur, réalisateur et peut-être chef-op. Il y avait très peu de monde, quoi. Ça se voit, c'est très très bien fait. D'ailleurs, c'est ces séquences-là qui fonctionnent le mieux. Il y a une réalisation qui est pas très très subtile par certains instants. Non, parce qu'elle adopte aussi un côté documentaire aussi. Oui, voilà. Non, mais sur des images. Ah oui, sur les images christiques. Alors voilà. Alors ça c'est les métaphores, enfin les allégories de. Voilà. Le réalisateur peut-être se défend en disant que ce soit christique ou ça aurait pu être une autre religion quand même. Oui. Mais bon, après. Et il y a une séquence. On peut aussi se défendre comme on peut. Oui. Oui. Et il y a une séquence qui m'a dérangé dans son montage. On a un montage alterné entre une intubation et une boucherie.
Et j'avoue que là, j'ai pas compris ce que voulait me dire le réalisateur, quoi. Vous voulez faire peut-être un parallèle du côté un peu sordide de la chose. Je trouvais ça pour le coup. Ou déconnecté justement d'un sentiment humain. Peut-être. Peut-être, mais alors, c'est étrange parce que je trouvais que ça se déconnectait vraiment du reste du message du film, quoi. Mais après, ça. Est-ce qu'il y a vraiment un message? Je m'en rappelle pas vraiment. Bien sûr qu'il y a un message. Est-ce que c'est pas pour. Si, je pense quand même sur le poids je pense que c'est émotionnel pour, de ces gens-là. Voilà, c'est pour signifier un peu l'état émotionnel de Ty Sheridan au fur et à mesure qu'il prend un peu les traits de Sean Penn à certains moments. Oui. Et puis Catherine Waterston qui a un tout petit rôle, mais qui joue très bien. La seule peut-être faute de goût, c'est peut-être comment il s'appelle notre ami Mac Tyson. Mac Tyson. J'ai vraiment trouvé qu'il était pas terrible. Il est pas, ça va en vrai. Il y a eu pire, mais personne n'a osé lui dire dans le film. Non, qu'il était pas terrible. Mais c'est lui qui l'a voulu en plus. Mais d'ailleurs, il donne pas de coup de poing. C'est pour ça qu'il est pas très C'est Jean-Stéphane Sauvert qui l'a voulu spécialement. D'accord. Qui voulait Mac Tyson. Bon, ça passe, on va dire ça quand même. C'est un personnage emblématique. En tout cas. Je trouvais ça un petit peu douteux par moment, puisque en fait, Sean Penn, attention, comme mini spoil, Sean Penn en fait va sur une intervention. Et il se bat, il attrape par le callback un mari qui battait sa femme et donc il va il lui met une patate, non ou pas? Non, il allait le faire et en fait il se fait réprimander par Mac Tyson parce que pour son comportement, et quand on associe un peu avec la vie de Mac Tyson, c'est pas toujours et aussi un peu de Sean Penn. Oui, c'est ce que tu m'as dit l'autre jour aussi, c'est un peu de Sean Penn qui avait des soupçons ou c'était confirmé, je ne sais plus. On ne sait pas vraiment, mais disons que voilà. Mais en tout cas, le film est très convaincant. En tout cas, tu invites quand même à aller le voir. Je pense que même avec Et plus si affinité, que j'ai pas vu, mais comme en parle Vincent, je pense que ce sont les 2 meilleurs films de la semaine. Tout à fait. En tout cas, je me suis régalé pour Et plus si affinité. Ça a été très sympa. Et on va finir dans la grosse sortie, quand même. Tu seras le seul à en parler. Et oui, Godzilla X Kong, le nouvel empire, de Adam Wingard avec Rebecca Hall, Brian Tyree Henry et Dan Stevens. Et puis il y a quand même Godzilla et Kong dans le film, oui, j'ai oublié de vous le dire. Oui, quand même. Voilà, on le savait avant d'aller le voir, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, pour vous donner un exemple, le film commence et King Kong a une dent infectée et du coup se la fait soigner par un dentiste qui a une sorte de grosse machine pour nettoyer la dent. Une grosse machine pour le coup. On a Godzilla qui se sert du Colisée à Rome comme coucouche panier. Voilà, donc c'est un nanar. En fait, c'est un nanar, mais en fait c'est un nanar qui fait du bien parce qu'en fait, dès lors qu'il n'y a plus les humains, parce que les humains, hélas, les scènes entre humains, c'est les grandes longueurs du film où on se dit, mais en fait, on s'en fiche, on n'est pas là pour voir des humains parler des problèmes de la Terre. Ça, c'était le reproche que j'avais à faire au premier Godzilla de Gareth Edwards. Trop d'humains. Je trouvais que pour le coup, l'intrigue des humains était plus intéressante. Là, franchement, on est au bas du bas du bas. et par contre, dès qu'il y a Kong, parce que Kong est quand même plus important dans ce film que Godzilla, et limite on aurait pu se dire vous aurez pu faire un film muet sur Kong qui du coup évolue dans cette terre creuse qui est cette terre intermédiaire au centre de notre terre au final. L'univers est assez intéressant et tout ça, et ça fonctionne bien en fait ces séquences-là, même les séquences de baston entre monstres. Alors là on a de la prise de catch, on a de tout, mais c'est un festival. Ils sont copains donc dans celui-là. Alors ils sont copains, mais il y a quand même un moment où ils se tapent un peu dessus et il y a quand même parce qu'ils ont pas trop de subtilité quand même entre grosses bébêtes. Non, mais c'est quand même ils s'étaient quittés sur de bons termes, mais à la base ils s'entendent pas trop. Et il y a quand même un qui a dit sur internet, il y a quand même une libellule qui dit à un gros lézard arrête de taper sur le singe, et j'ai fait oui, c'est pas faux. Oui, c'est vrai. En tout cas, moi, je suis très attaché à l'étymologie. Je me suis un peu penché sur les noms de Godzilla et Kong. Donc on en reparlera juste après. Voilà, mais je vous en parlerai. Là, on a de la recherche, mais voilà, Godzilla X Kong, vous y allez. C'est comme manger un McDonald's ou un Burger King. C'est un gros plaisir bien gras. Voilà. Qui vous fera du bien. Disons que ça oublié assez rapidement. Ça fait plaisir. La fin, ça part dans un combat sans gravité. Enfin, c'est extraordinaire. Ils se foutent sur les nions tout en volant. Voilà. Pour moi, c'était un bonheur de tous les instants. J'avais la banane pendant tout le film. J'étais très heureux. Et je leur demande. T'en veux un 3 là. Non mais on va dire un film comme ça tous les 3-4 ans, ça me va.
Voilà. Qui était sorti N'en en faites 2021, pas trop, mais un film comme ça tous les 3-4 ans. C'est un film série B ou voire Z. Z. Carrément. Ah là, on est du Z. Ouais, mais du Z avec du pognon, quoi. Ouais. Oui. Ah oui, c'est plutôt. Alors les effets spéciaux, il y en a 2-3 qui sont pas terribles, mais en vrai, voilà, on va s'éclater. Puis voilà aussi un dernier point pour vous dire à quel point c'est du grand n'importe quoi, c'est qu'à un moment King Kong prend un jeune Kong et s'en sert pour taper sur les autres. Et là j'ai dit c'est extraordinaire quoi. C'est la meilleure adaptation qu'on aurait pu faire de Donkey Kong et Diddy Kong au cinéma. Je trouve que c'est ah oui d'accord, je vois très bien. Ouais. Voilà. Donc au final, Drive Away Dolls plutôt moyen. Godzilla X Kong à réserver aux aficionados. Et par contre, on vous conseille chaudement et plus si affinité et Black Flies, qui est encore disponible au cinéma Victoria et seulement au cinéma Victoria. Donc ne vous trompez pas. Et dépêchez-vous, je pense. Dépêchez-vous parce que je pense que ce sera sans doute la dernière semaine à partir de demain. Oui. On va faire une deuxième pause musicale avec l'artiste musical préféré de Guillaume. Ah. C'est Charlotte Gainsbourg qui a l'un de ses plus grands tubes qui s'appelle Deadly Valentine. C'est une chanson que j'aime bien et qui a tellement marché qu'elle a été utilisée dans un film d'horreur récemment, le film d'horreur Megan de... Superbe film, hein, Megan. Excellent, hein. formidable, inoubliable. Mon la Dieu. suite sort l'année prochaine. On a hâte d'en parler. Oh là là. D'ici là, on va faire un focus sur Godzilla et Kong, mais avant, on écoute Deadly Valentine. À tout de suite. Radio Grand Lac 92.1. Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. Et il est temps du focus, mon cher Guillaume. Ah, un focus qui te tenait à cœur. Hein. On a essayé de te l'enlever la semaine dernière quand on a parlé du salaire de la peur, mais bon. On y est, voilà. On va parler des grosses bébêtes poilues ou pleines d'écailles. Godzilla X Kong, ou versus Kong, ça dépend des versions. On va parler du coup de nos versions préférées de Godzilla, nos versions préférées de King Kong. Parce que, alors Godzilla, je crois qu'il y a plus de 40 films. Oui, ça, j'ai regardé un petit peu sur le Wikipédia. Ça pullule à chaque fois, ça. Bah en fait, je crois qu'au Japon, ils en sortaient quasiment un tous les 2 mois, quoi. C'était ça. Mais en fait, vraiment, Godzilla est repris de King Kong, quoi, de base. Hein. Oui. Et d'ailleurs, ils l'ont vite repris. Hein, d'ailleurs, même aussi King Kong, et qu'ils l'ont vite confronté avec Godzilla au Japon. Petit rappel, King Kong 1933, un film américain de Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack. Voilà, donc sorti en 1930. Chaud du sac. Oui. Chaud de sac. Oui. Bah, tu le lis comment? Non, vas-y. Eh bien, chou, c'est peut-être chou. Ouais, chou. Chou de sac. Ouais, t'en sais rien? Non, mais ça se dit chou, je pense. Voilà. En fait, King Kong, c'est un mythe de la moitié du 19e, apparemment, et qui fait référence à la bestialité. Ceci faisant référence à des choses un peu aussi sexuelles. Ah bon. Donc, c'est qui avait défrayé un peu la chronique au sujet d'une statue qui avait été faite, une sculpture qui avait été faite et qui avait été... alors je sais plus où, posé où, mais ça avait été largement censuré à une époque. Ça avait même été relégué à une époque dans un musée. Alors je sais plus trop lequel. Et après, ils ont décliné ce thème-là au travers des films, des dessins animés aussi, oui, c'est vrai, et des vidéos. Et des jeux vidéo aussi. Des jeux vidéo, oui. Mais c'est vrai qu'il y en avait eu pas mal. D'ailleurs, moi, j'ai jamais compris pourquoi on disait Donkey Kong, puisque Donkey, ça veut dire âne en anglais. Le singe étant Monkey. Oui. Je pense que c'était pour faire un jeu de mots et dire que c'était un singe qui était pas très intelligent. Oui, parce que c'est vrai qu'à la base, dans Jumpman, oui, Donkey Kong monte en haut de la tour et tu sais, Mario, qui s'appelait Jumpman, doit sauter par-dessus les... Mais moi, je me rappelle, j'avais un petit jeu comme ça, sur lequel on jouait. Il y avait 2 étages où on faisait déjà monter le singe et puis qui devait récupérer une clé et délivrer... la princesse. Qui était totalement inspiré de King Kong, pour le coup. Tout à fait. Mais même King Kong, tu es allé visiter, toi, l'Empire State Building? Tout à fait. Oui, moi aussi, l'année dernière. Et c'est vrai que... Il y a une grosse main de King Kong. Ah, ouais, non, mais il y a plein de choses. Même, tu n'as pas vu quand t'as les ascenseurs, à un moment, qui s'ouvrent, c'est des écrans. Que tu regardes l'écran que c'est ouvert. Oui. Et tu vois passer King Kong comme ça, mais en version animée, ou à
à un étage aussi, ils ont mis la grosse main Ouais. de King Kong avec, pareil, il y a un écran avec le visage animé de King Kong qui regarde la version de 33. Donc Moi, j'aime bien c'est assez appréciable. les affiches, justement, qui Oui, elles font sont référence à belles. ces films, parce qu'elles sont vraiment Mais toutes très... les affiches de ces années-là étaient magnifiques. Oui, je pense à il y a celle une imaginerie, oui, si on Oui. dit ça, oui, populaire, que je trouve fabuleuse. Je pense à celle de la momie aussi, qui était magnifique. Une des plus belles affiches que j'ai vues. Impossible, oui. De Boris Karloff. Mais je pensais à celle-là. Et alors du coup, vu qu'on est sur King Kong, quelle est pour vous la meilleure version de King Kong? Je pense qu'on va tous être d'accord. Sans hésitation, Peter Jackson, je pense. hein. Oui, moi aussi. La version de 2005. La version ultime, je pense. La plus complète, la plus épique. Moi, j'aime bien toujours les origines, donc j'aime bien la première Oui. de. Oui, moi aussi, C'est oui. 33, donc 33, mais il y en avait pas une autre un peu plus Si, récente. alors, c'est. Parce elle que est celle de 33 est quand même peut-être très Moi, très j'ai vieille. grandi- Non, mais celle de 76 de John Guillermin, Voilà. produit par Dino De Laurentiis avec Jeff Bridges, Jessica Lange. Ah oui, si, je l'avais vu. Je celle-ci aussi. n'aime pas du tout. Moi, j'ai j'ai pas- grandi avec celle-là, et du coup, la particularité de cette version-là, c'est qu'à la fin, il ne gravissait pas l'Empire State Building, Là, c'était mais le World Trade le World Trade Center. Center. Et il sautait entre les deux tours, même. Ah, d'accord. Et moi, quand j'étais gamin, je le trouvais génial, ce film. Ah, Alors, hélas, ils en ont fait une suite, King Kong 2, qui s'appelait en VO King Kong Lives. Et en fait, ils mettaient le cœur Oui, de Kong. Non, le cœur d'une femelle dans Oui. Kong. Et en fait, du coup, après, quand il voyait une autre femelle, il tombe amoureux, et du coup, il y a une relation d'amour. Il a fait C'est un un lien. gros nanar. Ouais. Il y avait pourtant Linda Hamilton. C'est dedans. les productions Dino De Laurentiis, Bah, pas voilà. cher, où faut tirer un peu Voilà, sur tout ce qu'on peut. À partir du moment où ils étirent un mythe comme ça, chaque fois, ben, ça donne pas des choses très très glorieuses. Mais d'ailleurs, le film de 33 avait une suite. Oui, mais Le fils de Kong. Oui, Oui. mais qui n'a pas été. Personne connaît, je crois. Très 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 peu connue. La seule version qui n'a pas eu de suite, c'est celle de 2005, et qui est du coup là, oui, franchement la plus Alors, plus épique. Tout à l'heure je disais glorieuse, c'est pas anodin parce qu'en fait Kong c'est d'origine chinoise et ça veut dire glorieux. D'accord. Ah, Donc voilà. Mais j'aime vraiment le mélange horrifique, aventure, baston. sacrément tout. horrifique. Hein, parce Bah, que- je veux dire, quand ils vont sur la plage avec les indigènes, là justement, avec là, les yeux blancs qui se qui font retournent. flipper, là, qui, tu sais, Ouais. qui écrasent le crâne en plus des gens. Et ce que j'aime aussi dans King Kong, c'est le côté aussi crise des années 30 et sort du cinéma, tout ça. Voilà. Alors que pour la version 76, ils avaient fait le côté un peu caricatural. C'était quoi? Choc pétrolier? Oui. Genre de choses. Enfin, je m'y retrouvais pas trop. Je trouvais que Jeff Bridges avait une tête, si je peux me permettre, une tête de con dedans. Mais Quand, Écoute, quand on il lui était dira, jeune. on lui en parlera. mais il est très bien, en J'adore, temps normal. ouais, c'est un Non, mais c'est acteur vrai que- formidable. Mais dans celui-là, non. Il aimait ce truc-là quand il était jeune. Il jouait souvent Les benets. les petits kékés, un peu les. C'est dans le Canardeur, là, qui joue Le aussi. Canardeur Ouais, avec oui, Clint Eastwood, ouais. Ouais, qui a l'air bête, ouais. tout à fait. Ouais. Mais ce King Kong de 2005, casting en plus 5 étoiles, Naomi Watts, Adrian Jack Black aussi. Jack qui Black, qui oui, sortait du c'est pas comic. mal. Adrian Paul, Adrian Brody, je confonds Non, toujours. Adrian. Oui, c'est autre C'est chose. pas le même standing, Adrian Qui Paul. joue d'ailleurs le rôle pas principal, puisque on peut dire que le rôle principal c'est quand même Kong. Déjà, pour être. C'est pas ça qui est fort. Bah, c'est qu'ils ont c'est- réussi à en faire un rôle principal. Kong, Naomi Watts, et après, on va dire que ça se tire un Voilà, petit peu entre entre Jack Black et Adrian Brody. Même ouais. si Jack Black est plus présenté comme une némésis, enfin un antagoniste. un antagoniste. Et par contre, on a aussi Andy Serkis et Jamie Bell dans de petits rôles. Mais alors, justement, la séquence horrifique avec Andy Serkis, c'était Ah oui, assez avec le terrifiant. truc qui le bouffe et tout. Oui, voilà. Mais Andy Serkis qui double Kong en motion capture, n'oublions oui. pas. Et le Quand même. capitaine Haddock, mais pas dans ce film-là. Oui, pas dans ce film. Mais Ouais, mais c'est- faut la revoir. Moi, et je pas l'ai- l'inverse non plus. Il y a Non. une version longue aussi qui est très bien. J'ai vu récemment. non, je l'ai pas vu. Si, sur le petit Master 4K, ou d'ailleurs, magnifique remasterisation 4K, et ben tu as une version longue de, je sais plus, je crois que c'est beaucoup, il me semble, c'est une vingtaine de minutes, un truc comme ça. Quand même. Je saurais plus te dire tellement j'ai vu l'autre, mais en tout cas ça fait dépasser le film plus de 3h30, je crois, un Moi, truc le comme ça. seul petit reproche que je ferais à la version King Kong de Peter Jackson, je trouve que c'est un peu long quand même. Il y en a C'est un beaucoup. petit Il y a peu- beaucoup de gens qui reprochent notamment la scène sur la glace. Ouais. Ah, alors moi je trouvais qu'il y avait beaucoup de charme quand même. Et à la fin aussi, tu as les avions qui arrivent, mais
il y a un moment, les plans se posent, ils se regardent, c'est le temps que les avions fassent le tour, et puis ça recommence. Et toute le passage avec les bestioles, là, où ils se retrouvent dans le creux, là, je trouve que c'est un peu trop. Ah, t'aimes pas, oui. C'est un peu, je sais pas que j'aime pas, mais je trouve ça un peu trop. Il y en a qui aiment pas, oui. Mais par exemple, d'autres personnes n'aiment pas aussi la course avec les dinosaures où ils menacent de se faire écraser. Il y a déjà une petite approche Godzilla. Oui, tout à fait. Et puis, qui est très proche. L'affrontement, il en bat combien? 3 T-Rex, non, je crois. 3 dans mes souvenirs. Il me semble. Hein. 3 T-Rex, je crois pas, non. Je crois que c'est les autres, là, comment on appelle ça, les plus les raptors. Les raptors. Ouais. Ah non, je crois c'est des gros T-Rex. Les 4 des T-Rex, ils leur ouvrent la bouche. Et justement, pour moi, il me semble qu'il y en a 2 ou 3. Ouais, après, oui, faudrait. Coupons la part en deux. Il y en a 2. C'est grandiloquent là dans ce film. Peut-être 2, il me semble, hein, sûr. Je crois peut-être 2 au final. Oui. Mais en tout cas, cette séquence, elle était assez impressionnante. Et puis, non, mais le film, de toute façon, je pense, les effets spéciaux n'ont pas du tout pris une ride. Non, alors, le seul défaut que j'ai pu noter en revoyant la version 4K, c'est qu'en fait, la version 4K fait que par moment, si on veut chipoter, on peut voir le fond vert bleu, justement. Le reflet bleu sur les cheveux de Naomi Watts. Mais c'est vraiment du chipotage. Ah oui. Hein. D'accord. Non, mais faut bien regarder, quoi. Bon, et ben en tout cas. T'avais mis pause, non? Non, c'est parce que tu sais, j'aime bien regarder ce genre de choses. Et ce que j'aime avec King Kong, à la différence de Godzilla, dont on va parler dans quelques minutes, c'est justement que tu t'attaches à ce singe. Voilà, t'as de l'empathie pour lui. Il y a de l'empathie, effectivement, et avec le rapport qu'il a avec l'héroïne, il y a vraiment une histoire d'amour, finalement, quelque part. Bah oui. C'est une histoire d'amour impossible, c'est La Belle et la Bête. C'est La Belle et la Bête, oui, parce qu'elle va à la fin. Enfin, c'est pour ça que ça a marqué autant. C'est le même syndrome, c'est le syndrome de Stockholm aussi. Un petit peu, oui. Totalement. Parce qu'elle le rejoint à la fin, quoi. Et oui, sur l'Empire State Building. En tout cas, elle est triste de sa fin et puis de sa disparition. Tout à fait. Et parlons de Godzilla, le kaiju japonais. Alors moi, je n'ai vu qu'un film de mon enfance. Ah, alors moi j'en ai vu un bon petit paquet. Oui, ça je sais, mais le seul que j'apprécie, mais je pense que c'est parce que c'est un souvenir d'enfance, c'est le Godzilla de 1998 par Roland Emmerich avec comment il s'appelle? Jean Reno et Matthew Broderick. Matthew Broderick. Bon, et qui à la fin, on va pas se mentir, ressemble plus à un alien qu'à un Godzilla. C'est pas faux. Parce qu'il y a des œufs, c'est genre Godzilla qui a vraiment méchant celui-là, hein, qui a pondu des œufs partout, je sais plus sous un pont et tout ça qu'il faut. C'est une version. Pour le coup, j'aime bien cette version, mais c'est une version très très américanisée du mythe de Godzilla. Ça critique quand même la France. Non, ils ont gardé aussi les essais nucléaires quand même. Et des essais nucléaires français, c'est bien précisé en plus dans celui-là. Parce qu'ils veulent pas s'arroger comment dire, c'est vrai, la paternité de Godzilla, parce que c'est quand même dû ça part de ça, aux événements de Nagasaki et Hiroshima. Et d'ailleurs, tu as peut-être un point sur Godzilla. En fait, Godzilla, il faut quand même savoir qu'en 1952, il y avait un cinéaste français qui s'appelait Eugène Lourier qui avait fait Le Monstre des Temps Perdus. Et l'histoire, c'était un dinosaure tiré de son sommeil par des essais nucléaires et qui gagne New York avant d'être abattu par des militaires. Et en fait, on est un peu précurseur, encore une fois, quelque part, de certaines choses. Et dans le même temps, après, les Américains, effectivement, ils ont peut-être un peu récupéré ce mythe qui avait été développé par les Japonais et pour cause avec le traumatisme qu'ils ont subi. Bien sûr. Tout en occultant effectivement tout le passage lié au côté essai nucléaire dont ils étaient les auteurs. Et ben voilà. Et après, on sait toutes les versions qu'il y a eu et que tu connais certainement mieux que moi. La version originale, si je me trompe pas, c'est 56, c'est ça? Oui. 56. Et moi, pour le coup, ma version préférée, c'est une qui est quand même assez récente, mais c'est Godzilla Minus One qui est sorti donc en sortie limitée fin de l'année dernière et qui est ressorti en début d'année. Très plébiscité par le public. Qui, alors déjà, bénéficie d'un budget tout à fait moindre, mais encore plus impressionnant que Godzilla X Kong que j'ai vu la semaine dernière, mais on revient vraiment dans l'ambiance du Godzilla de l'époque, c'est-à-dire ce traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. Ces personnages, le personnage principal est un pilote kamikaze qui n'a pas suivi sa destinée, en fait, et du coup il s'inflige une volonté de
de ne pas, il se refuse le bonheur, il se refuse tout bonheur puisqu'il n'a pas réalisé sa destinée, il n'a pas été le pilote kamikaze qu'on attendait de lui. Et du coup, il y a vraiment une très forte émotion, en plus de voir ce Japon qui tente de se reconstruire et qui au final, après la Seconde Guerre mondiale, se prend dans le film l'arrivée du kaiju, quoi. Donc c'est très émouvant, très puissant, et les effets spéciaux, même avec un petit budget, sont encore plus dingues. Nommé aux Oscars. Nommé aux Oscars, et il a eu l'Oscar des meilleurs. C'est lui qui l'a eu. Il a eu l'Oscar des meilleurs effets spéciaux, et c'était amplement mérité, puisque là, ça montrait vraiment qu'on pouvait faire de l'excellent sans avoir non plus tant que ça de dollars, quoi. Tout à fait. Et je pense que c'était un petit message aux studios américains en disant arrêtez de balancer le pognon par les fenêtres. Commencez peut-être à réfléchir vos effets spéciaux avant de faire n'importe quoi. Et toi, est-ce que tu as une version Godzilla? Pas vraiment, parce que je me rappelle celle de Roland Emmerich. Oui, c'est très populaire, hein. En France surtout. Je suis pas très regardant ça, mais là tu vas pouvoir me confirmer, Kevin, éventuellement. J'ai cru comprendre qu'ils avaient utilisé Godzilla un peu de manière, alors soit à des fins bienveillantes à certains moments, et soit à des fins un peu plus terribles et monstrueuses par rapport au fait que c'est un monstre. C'est voilà, ça. Minus One, c'est vraiment le Godzilla méchant, alors que le Godzilla de 2014, qui donc du coup est le même Godzilla qu'on suit ensuite dans les Godzilla vs Kong et tout ça, est un Godzilla plutôt bienveillant qui est là pour protéger les humains des autres gros monstres. Voilà. De celui de 2014, que je te dis, j'avais vu, mais tu vois, il ne m'en a laissé aucun souvenir. Je trouvais qu'on était trop du côté des humains, ce que je disais tout à l'heure. J'avais bien apprécié, et il faut quand même savoir que ce film a fait pleurer Quentin Tarantino, puisqu'au début du film, Juliette Binoche décède, et Tarantino a pleuré devant Godzilla. Est-ce que les avis de Tarantino, on en a encore quelque chose à faire? Mais oui, ces petits avis polémiques. C'est lui qui aimait 10 ans, c'est pas moi en règle générale. Mais non, mais en tout cas... Godzilla, et puis même on va parler du Monsterverse très rapidement. Ce qui est bien, c'est que il y a des images, que ce soit dans Godzilla ou même dans Godzilla 2 et même dans Kong Skull Island, il y a des images assez dingues et dantesques, et je trouve ça bien de donner l'opportunité à des réalisateurs pas très connus à la base de pouvoir s'exprimer. On a l'impression qu'ils ont carte blanche en disant vous faites ce que vous voulez avec les monstres, et du coup on a l'impression de voir ils sont pas obligés de les payer, les monstres, en fait. C'est ça. Et on a l'impression de voir des enfants s'amuser avec des jouets. Mais du coup, c'est un peu ça qu'on recherche. Ça va virer au nanar. C'est déjà viré au nanar. Donc c'est que ça va virer au navet très vite. C'est ça le problème. C'est ça. Mais voilà, si vous voulez. Ça réjouit certaines personnes qui aiment bien ce genre de film. Et ma foi, voilà. Mais tant que ça reste sur le nanar, ça va. Mais après, au navet. Oui, après c'est un peu plus compliqué. Mais si vous voulez du Godzilla bonne qualité au sens premier degré, Minus One, je pense, sortira très très bientôt en DVD Blu-ray. Et moi qui suis assez attaché à l'étymologie, en fait, Godzilla, pour montrer que ça a toutes ses légitimités associées avec Kong, ça veut dire, c'est un mélange japonais de gorira, qui veut dire gorille, et de Kujira, qui veut dire baleine. Enfin, c'est un mélange de monstres, on va dire. Et donc, il y a quand même le gorille dans Godzilla. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il se retrouve avec Kong, finalement. Oui, peut-être, oui. Mais ça dépend des versions. En plus, il est plus carré que lézard. Il y a des fois... Enfin, mais il y a toujours ce côté debout sur deux pattes. Oui, c'est ça, oui. Donc, qui fait un peu penser au King Kong. À King Kong, en effet. Eh bien, c'est tout pour ce focus. Guillaume, on avait un petit message à faire passer. Très rapide. Je vous rappelle juste que vous pouvez toujours prendre vos places pour venir découvrir Patrice Lecomte via l'association ATCA, puisque Patrice Lecomte sera présent sur Aix-les-Bains le 27 et 28 avril. Alors, il n'y a plus de place pour la masterclass, mais il reste des places encore pour les séances de cinéma le 27 et le 28 avril entre le Victoria et l'Étoile du Lac. Et vous pouvez encore prendre vos places sur le site de l'ATCA. Voilà, et les trois films, c'est Une promesse avec Rebecca Hall, la même actrice que Godzilla X Kong. Je sais pas si c'est ça. C'est marrant. Mais une très bonne actrice au demeurant. C'est le film aussi Maigret avec Gérard Depardieu et le film Ridicule avec Charles Berling qui sera lui le dimanche. Oui, tout à fait. Et donc toutes ces séances sont présentées évidemment par Patrice Lecomte lui-même.
Et côté radio, demain, vous pourrez retrouver 2 émissions. Le jeu du mouvement présenté par Joe de 12h15 à 12h30 et Destination Bien-être présenté par Anaïs de 13h à 14h. Et pour finir cette émission, et vu qu'on a parlé de femmes avec une barbe, nous devions bien sûr écouter une chanson de la bande originale de l'excellente comédie musicale The Greatest Showman. C'est This Is Me par Keila Settle. On s'écoute ça et on vous souhaite une très bonne semaine. Portez-vous bien et allez au cinéma. Bonne soirée. Bonne soirée.